De ligne en ligne, un livre qui rassemble les dessinateurs qui croquent les passagers, qui croquent les métros sous terre, donc dans le métropolitain. Un jour, je vois en face de moi sur un quai un barbu très imposant en train de croquer dans un tout petit carnet quelqu'un qui est assis. Donc je me mets à croquer le barbu et mon train arrive, mon métro arrive, donc je monte dedans, je lui lance mon dessin en arrachant du carnet et je lui dis mais qui tu es? Et il me dit de ligne en ligne. Donc je monte dans le métro, les portes se ferment et en rentrant chez moi, je regarde de ligne en ligne et c'est un site où cette personne récoltait tous les dessinateurs, tous les dessins que font les dessinateurs dans le métro. Et puis petit à petit, on s'est rencontrés régulièrement et on se montrait en fait ce travail ethnologique. Et donc moi, j'ai particulièrement travaillé sur la ligne 13, c'est ma ligne, une ligne très dense. Et puis, je me suis mis à écrire aussi sur d'autres lignes, donc j'ai participé amplement à ce livre et ça a été une rencontre passionnante. À une époque, les scientifiques cherchaient, comme plein d'autres gens, à remonter le temps et savoir quelle était l'origine du monde. Et donc pour ça, il y avait des textes, il y avait la Bible, enfin par chez nous là, il y avait la Bible qui racontait ça, et qui racontait ça par le menu, c'est-à-dire on peut suivre depuis la création du monde, en acceptant qu'un certain nombre de personnages vivent plusieurs centaines d'années, etc., etc. Et puis on suit les générations, les rois, 20 ans par génération, on peut suivre ça jusqu'à tomber sur des événements pour lesquels on a des comptes rendus historiques. Donc les gens étaient capables de refaire comme ça l'histoire du monde et chiffraient la création du monde à autour de 3005, 4000 ans avant Jésus-Christ. Et le plus précis, ça a été un abbé anglican qui s'appelait Eucher et qui fixait la création du monde, le 29 octobre, je crois, 4004 avant Jésus-Christ. Voilà, et c'était vers le soir. Bon. Et puis, il y a eu un moment où il y a eu un basculement dans le questionnement, et les gens ont pris la question de façon différente, c'est-à-dire au lieu d'interroger le texte écrit, ils se sont rendus compte, et dans les trois civilisations, c'est-à-dire chez les musulmans, chez les chrétiens et chez les juifs, il y a eu ce travail de se rendre compte que, mais finalement, ce texte, il a été écrit par des gens. Et quand les gens écrivent quelque chose, en général, ils parlent d'eux-mêmes, quoi. Ils ne parlent pas tellement du monde comme ça, mais ils parlent d'eux-mêmes. Et que donc, alors Spinoza, par exemple, il fait ça dans la tradition juive, de dire, mais non, il faut pas croire. C'est un texte écrit, donc il faut le prendre comme un texte écrit, poétique, etc., avec des images fortes, pour convaincre des gens qui sont peu éduqués et tout. Bon. Et donc, les gens se sont mis à chercher d'autres types de chronomètres pour remonter le temps. Et il y a eu plein d'erreurs, de fausses pistes, etc. Mais ce qui était important, c'est que la question de l'origine du système solaire et du monde en général est devenue une question scientifique. Et cette question, encore une fois, il y a eu beaucoup de chemins de traverse, et puis il y a eu des grandes avenues, et elle est à peu près stabilisée depuis les années 1950. Et maintenant, l'âge du système solaire, c'est 4,5672 milliards d'années, avec une incertitude de quelques dizaines de millions d'années. Et donc, suivre l'évolution des idées sur l'âge de la Terre, pour des gamins, des jeunes, des lycéens, des étudiants, etc., c'est un outil extraordinaire pour voir comment la science évolue, peut se tromper, etc. C'est pas du tout un chemin linéaire qui va de l'ignorance à la vérité. C'est plutôt un centre-ville moyenâgeux où il y a des tas d'impasses, des tas de ruelles, ça se recoupe, ça machin, etc. Et puis il y a un moment où la connaissance se stabilise. Et puis il y a peu de chances que ça évolue dans la suite. Et donc montrer ce chemin-là est extrêmement intéressant du point de vue pédagogique. Et donc, pour cette raison, comme j'adore l'enseignement, j'ai écrit un petit livre qui s'appelle « L'âge de la Terre » que vous trouvez ici. Décembre 1666, la peste à Londres, Newton dans le manoir de Woolsthorpe, une pomme tombe. C'est un peu une légende, mais bon, on va quand même la raconter. Il prend la pomme et se dit, si je lance la pomme, elle va tomber à 10 mètres. Si je la lance un peu plus fort, elle va tomber à 30 mètres. Si je lance encore plus fort, peut-être à 100 mètres, 200 mètres, mais est-ce qu'à un moment donné, je vais pouvoir la lancer de telle sorte que la courbure de la Terre fera que la pomme ne tombera jamais sur Terre.
Et dans ce cas-là, si j'arrive à lancer la pomme suffisamment fort, de telle sorte qu'elle tombe sur Terre mais sans jamais toucher le sol, peut-être que la Lune que je vois au-dessus de moi est en train de tourner autour de la Terre aussi, comme la pomme qui tombe. Et la pomme que je lance, c'est le même effet que la Lune qui tourne autour de la Terre, et peut-être c'est une force d'attraction qui est la même entre la pomme qui tombe sur la Terre et la Lune qui tourne autour de la Terre. Et effectivement, il crée la théorie de la gravitation universelle à partir d'une observation assez simple. Et quelques années plus tard, quelques siècles plus tard, en décembre 1907, Einstein lit dans le journal qu'un couvreur est tombé de son toit avec ses outils. Il se pose la question, est-ce que le couvreur, quand il tombe de son toit, c'est triste parce que le couvreur est mort, donc, mais bon, Einstein à ce moment-là pense à autre chose. Il se dit, si le couvreur tombe de son toit avec ses outils, il tombe en parallèle, est-ce qu'il sait qu'il tombe de son toit ou est-ce qu'il pense qu'il est sans attraction gravitationnelle dans l'espace, sans aucune attraction, parce que lui et ses objets sont en face. Et il se dit, non, en fait, il ne tombe pas exactement en parallèle, parce que la Terre attire vers le centre, les objets sont attirés vers le centre de la Terre. Donc en fait, ils vont tomber un petit peu comme ça. Donc Einstein dit, le couvreur va savoir, même si j'enlève la Terre en dessous de lui, si je le mets dans une cage, il va savoir qu'il est en train de tomber et non pas qu'il est en lévitation, parce que l'objet va se rapprocher un peu de lui quand même. Il va se rapprocher comme ça. Mais il va voir son copain, un copain mathématicien, et il dit, il veut quand même garder le principe que les objets vont toujours tout droit. Il demande à son ami, est-ce que tu connais une théorie où tu vas tout droit, mais à un moment donné, tu te rejoins quand même? Il sait que les parallèles, quand ça va tout droit, ça se rejoint à l'infini. Et c'est là qu'on dit, oui, il y a une géométrie qu'on appelle de Riemann, la Terre par exemple, les parallèles sur la Terre se rejoignent au pôle Nord. Et donc Einstein recrée la théorie de Newton de la gravitation, mais cette fois-ci en disant que les objets vont tout droit, mais dans des espaces courbes. C'est pas qu'ils sont attirés l'un par rapport à l'autre, c'est qu'ils vont toujours tout droit. Principe de moindre action, on appelle ça, mais dans un espace courbe, et la courbure d'espace font bouger les objets. Et donc les nouvelles théories de l'espace-temps, qu'on appelle la relativité générale. Décembre 1998, en essayant de prouver cette théorie de la relativité générale, appliquée à l'univers, Adam Riess mesure l'expansion de l'univers et veut mesurer et vous montrer que c'est compatible avec la théorie d'Einstein, de la relativité générale. Et lorsqu'il mesure la densité de matière qui correspond à l'expansion qu'on mesure, il a un chiffre négatif. Ah, c'est étrange. Il refait son code, il a un chiffre négatif, c'est étrange. Il demande à son voisin au-dessus, il a aussi un chiffre négatif. Et il retrouve les premiers articles d'Einstein, où Einstein propose qu'il y a une énergie, effectivement, d'une pression qu'on appelle une pression négative, qui peut être responsable de l'expansion de l'univers, et il découvre comme ça l'expansion accélérée de l'univers et ce qu'on appelle l'énergie noire. Donc cette petite histoire de l'univers entre Newton, Einstein et Adam Riess, qui ont eu tous des prix Nobel, bon, sauf Newton évidemment, montre que la conception de l'espace est en constante évolution, parce que je parle de quelque chose d'il y a 25 ans seulement, 98, et qu'on ne comprend évidemment pas tout ce qui se passe, on voit bien les observations, et on essaie de mettre ça dans le cadre d'une théorie, et que le cadre s'étend toujours de plus en plus, et dans le livre Newton à la plage, j'essaie de montrer l'évolution des idées sur la conception de notre monde, depuis Newton jusqu'à notre époque présente. Je suis parti d'un accident, en fait il y a eu plusieurs accidents. Il y a eu Tchernobyl, ça a été un moment de réflexion important pour un certain nombre de gens qui sont dans le métier, dans les métiers scientifiques. Je ne suis pas physicien nucléaire, j'ai une formation de physicien nucléaire, je ne suis pas physicien nucléaire, je suis un peu à côté de la physique nucléaire, je m'intéresse aux matériaux, entre autres aux matériaux irradiés. Qui ont des propriétés tout à fait fondamentales, et je ne m'occupais pas de réacteurs nucléaires. Mais quand un réacteur nucléaire subit un accident comme celui de Tchernobyl, on se pose quand même quelques questions quand on n'est pas loin de ce genre de problème. Ensuite, il y a eu Fukushima. Entre-temps, il y a eu un certain nombre, il y avait déjà eu avant un certain nombre d'essais nucléaires militaires. Il y a eu entre Tchernobyl et Fukushima un certain nombre de problèmes avec le désarmement ou d'absence de désarmement. Donc toutes ces questions-là étaient un petit peu au fond de ma pensée. Et puis à un moment, Fukushima est arrivé et j'ai lu un certain nombre de papiers, quelquefois de journalistes, mais pas uniquement de journalistes, aussi des scientifiques, ou des gens qui défendaient en tout cas des aspects technologiques, notamment du nucléaire, expliquant qu'il y avait eu une catastrophe naturelle à Fukushima.
Certes, il y a eu un phénomène naturel à Fukushima, qui était évidemment le tsunami. Le tsunami a eu des effets, mais les effets qu'a eu le tsunami n'ont absolument rien de naturel. L'accident des réacteurs de Fukushima, c'est un désastre qui est de caractère humain. C'est quelque chose qui a une histoire. Et donc, du coup, je me suis intéressé à ces aspects historiques. C'est-à-dire que j'ai commencé par me demander ce qui s'était passé au moment de l'accident, etc., comme beaucoup d'autres gens. Et puis, j'ai commencé à remonter, au fond, ce type de réacteur, d'où vient-il? Et c'est un peu ça que j'ai raconté dans un premier livre qui s'appelle L'île au bonheur. Île au bonheur, en japonais, ça se dit Fukushima. C'est un sujet de réflexion intéressant en lui-même. Et donc je me suis intéressé au nucléaire japonais, et puis du coup je me suis intéressé à ce qui avait amené le nucléaire au Japon, c'est-à-dire le nucléaire aux États-Unis, la création des premiers réacteurs nucléaires, qui sont des réacteurs qui au départ sont pas du tout des réacteurs électrogènes, c'est des réacteurs de moteurs de sous-marins, c'est des chaufferies, c'est des espèces de petites locomotives qu'on met dans un sous-marin, ça fonctionne avec de l'eau parce que les sous-marins aiment bien l'eau. Et c'était surtout des réacteurs qui sont d'une simplicité rustique quant au concept. Ces réacteurs sont les réacteurs qu'on utilise encore aujourd'hui à peu près dans le monde entier. Alors ils ont beaucoup évolué du point de vue technologique, on les a perfectionnés, etc. Mais ils ont un certain nombre de problèmes. On ne va pas appeler ça des défauts, parce qu'au départ, ce n'était pas des défauts, on cherchait à faire quelque chose de simple. Mais après le passage à l'industrie, le passage au modèle industriel, c'est quelque chose, le transfert technologique et la succession de transferts technologiques qui conduit à faire un appareil qui doit fonctionner avec des gens qui ont certes une grande compétence technique, mais qui n'ont pas de compétences de chercheurs pour affronter des problèmes totalement nouveaux qui peuvent se produire à l'intérieur du réacteur. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose de travailler sur un concept au départ et de fabriquer un engin qui doit fonctionner de manière industrielle avec, disons, 1 millier de personnes autour qui ont des activités totalement différentes et des spécialisations tout à fait différentes. Donc, l'histoire du nucléaire est en fait l'objet du second livre dont on parle aujourd'hui, les merveilleux nuages, c'est de remonter cette histoire de manière très synthétique, en racontant un peu l'histoire, pour montrer que lorsqu'on parle de nouveau nucléaire, comme l'a fait le président Macron à l'occasion de deux discours récents et tout un programme qui est en train de se mettre en place, on est en train, en fait, très curieusement, d'essayer de réinventer une histoire qui a déjà 70 ans. Et cette histoire-là, elle est assez fascinante parce qu'on se retrouve avec, je vous rappelle en 2 mots comment ça s'est passé il y a 60 ans à peu près, 60-65 ans, quand on a voulu faire ce transfert du moteur de sous-marin au réacteur capable de produire de l'électricité, de conduire à la production d'électricité. On a pris un réacteur qui était donc un moteur de sous-marin avec un cœur de réacteur qui se trouve avoir été un cœur de réacteur préparé pour un avion nucléaire qui n'a jamais fonctionné. C'est un projet assez faramineux qui a coûté à peu près le prix du projet Manhattan et qui n'a jamais marché et qui venait d'être arrêté. Et il se trouve que le cœur de ce réacteur-là, ce réacteur fabriqué pour un avion, il avait juste la bonne taille pour mettre dans le réacteur de sous-marin qui avait été, dont les dimensions avaient été multipliées par 3 à peu près. Et donc on a pu associer faire cette conjonction, mettre ça sur Terre et produire les premiers électrons qui ont alimenté la ville de Pittsburgh pendant un assez long moment. Donc c'est à partir de cette histoire et à partir de cette vision de l'histoire que s'est construit ce petit bouquin qui essaye d'analyser le projet du nucléaire proposé par le président Macron sous la forme de l'histoire dans laquelle on est,
les éléments qui sont cruciaux dans cette histoire, c'est-à-dire que est-ce qu'on est capable de supporter le vieillissement des réacteurs de manière indéfinie ou pas, et quelles sont les limites, quels sont les problèmes de stockage, de déchets, la création des déchets même, etc. Enfin, les problèmes dont on parle fréquemment dans les journaux, mais sous l'angle de les prendre par le, entre guillemets, le petit bout de la lorgnette, qui est le bout du physicien qui se dit, bon, il y a un problème, regardons le problème, examinons la manière dont ce problème se décline, et le livre tourne autour de ça avec une idée que je voudrais, sur laquelle je voudrais mettre l'accent pour terminer, c'est une société a besoin d'énergie pour fonctionner, c'est la forme de l'énergie qu'utilisera la société est d'abord déterminée par les besoins de la société et ce n'est pas la forme de l'énergie disponible qui permet à la société de devenir ceci ou cela. Et si on prend le problème de ce point de vue-là, à ce moment-là, la question de savoir quelles sont les énergies dont qu'on doit mettre en œuvre dans les conditions d'un changement climatique qui est énorme et qui est devant nous à l'échelle de 10 ans, de 10, 15, 20, 30 ans, avec des étapes, mais la première étape, c'est 10 ans. Qu'est-ce qui est possible? Et donc, poser la question de l'utilisation d'un programme, enfin de la mise en place d'un programme d'énergie nucléaire comme celui qui est proposé dans les conditions où il est proposé, ça pose des problèmes qui sont des problèmes absolument essentiels à une économie française dont je vous rappelle que l'industrie a décliné de 20% dans les 15 dernières années. L'espace aujourd'hui vit une véritable révolution. On a envoyé dans les 4 dernières années à peu près la moitié de tous les satellites envoyés depuis le début de l'ère spatiale en 1957. Donc avec des applications des satellites qui sont totalement démultipliées en termes de communication, de déplacement, d'observation de la Terre. Et évidemment, comme toute révolution industrielle, ça s'accompagne de défis en termes de durabilité, de développement durable, qui sont absolument sans précédent, que ce soit sur Terre ou dans l'espace. Et ce sont toutes ces problématiques-là de durabilité que je traite dans le livre « Les saccageurs de l'espace ». Dans l'espace, puisque évidemment l'espace a beau être immense, les zones économiquement intéressantes sont ramassées sur des orbites très restreintes, typiquement les orbites basses entre 500 et 700 km de la Terre. Là, les satellites y jouent des coudes et évidemment cela génère des risques de collision qui sont inédits. Et le risque final, il est absolument faramineux, c'est celui de ne plus pouvoir à la fin accéder à l'espace dans l'avenir pendant des décennies et des décennies en raison d'un nombre de débris qui serait beaucoup trop important autour de nos têtes. Sur Terre, évidemment, puisqu'un lancement de fusée ce n'est pas neutre, son impact sur le réchauffement climatique est évidemment aujourd'hui en cours de compréhension. Et tout ça, ça nous interroge aussi sur le sens des missions spatiales que l'on réalise. Évidemment, envoyer des satellites qui vont nous permettre de nous déplacer, de communiquer, sont des satellites utiles pour notre vie sur Terre. Des satellites qui observent le changement climatique. On a appris évidemment énormément de choses sur les mécanismes qui sous-tendent le réchauffement climatique depuis l'espace. On considère qu'à peu près la moitié des variables essentielles à la compréhension du climat ne peuvent être mesurées que depuis l'espace. Évidemment, ce sont des satellites utiles. Quelle est l'utilité de développer le tourisme spatial ? Quelle est l'utilité d'envoyer des satellites qui vont, par exemple, faire voyager des bouteilles de vin dans l'espace pour pouvoir les ramener sur Terre? Quelle est l'utilité des satellites qui vont faire apparaître des logos publicitaires dans l'espace autour de nos têtes de jour comme de nuit, sans qu'on l'ait demandé en tant que citoyen? Voilà, c'est toute cette question aussi du sens des missions spatiales que l'on réalise, que je traite dans cet ouvrage, pour que l'espace puisse rester encore longtemps un bien commun et ne pas être le lieu où les ambitions les plus voraces et les plus personnelles puissent s'exprimer. Je vais vous parler de Dingue de maths, qui est un livre écrit à 4 mains. 2 de ces mains sont celles d'un mathématicien et les 2 autres sont celles d'un cinéaste.
Donc à nous deux, nous avons essayé de faire ce qui s'appelle un beau livre, donc richement illustré, dont le but était non pas de montrer l'utilité des maths, mais de montrer le regard qu'un mathématicien et un cinéaste peuvent avoir sur la vie de tous les jours. Donc on a organisé ça en 4 parties qui sont respectivement dénombrées, prévoir, coder, créer, chaque partie ayant des entrées présentant des phénomènes de la vie de tous les jours, que ce soit le football, la météo, l'épidémiologie, les nœuds de cravate, ou des choses plus ou moins attendues ou inattendues. On a aussi cherché à illustrer ça parce que la science, ça se fait avec des gens, et les maths tout autant que les autres sciences. Donc il y a des portraits à la fois de personnes historiques, mais aussi de mathématiciens et de mathématiciennes vivants. On a insisté sur la parité entre hommes et femmes, je précise. On a fait quelques focus sur des aspects divers qui nous intéressaient, que ce soit la création, que ce soit le dénombrement, que ce soit les machines. Donc on en arrive à cet ouvrage qui, je l'espère, suscitera votre curiosité, non pas votre culture, mais votre curiosité envers les mathématiques et sur le fait qu'elles peuvent illustrer la vie de tous les jours.